Merci, Monsieur Dr Diallo. Nous vous invitons à peut-être répondre à certaines questions par chat, sur le chat, parce qu'on a un peu empiété sur la présentation de Madame Gaëlle Diallo, qui est une consultante qualité, experte en prévention, contrôle de l'infection, experte en hygiène hospitalière, et qui va prendre la parole pour nous présenter l'hygiène hospitalière, de même que la prévention des infections associées aux soins dans nos structures de santé. Merci beaucoup, docteur Alpha. Docteur Merci à vous, merci à tous les Gaël, participants. vous pouvez être en place. Partage Oui, bonjour. Oui, je suis en place. Donc, alors, je vais partager mon écran. Bonjour tout le monde. beaucoup. Bonjour, bienvenue. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfaitement, oui. Merci. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je suis Gaëlle Diallo. Je suis experte en PCI, prévention et contrôle des infections, et en qualité, avec plus de 15 ans d'expérience un petit peu partout en Afrique, aux États-Unis et en Europe. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène hospitalière et la prévention des infections associées aux soins. Vraiment, c'est vraiment toucher comme on dit, the tip of the iceberg, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'hygiène hospitalière et la prévention des infections. C'est vraiment pour donner vraiment les lignes les plus importantes à ce niveau-là, vu que je n'ai qu'une seule heure. Donc, l'hygiène hospitalière, on sait un petit peu ce que c'est que l'hygiène hospitalière. L'Organisation mondiale de la santé donc définit l'hygiène en général comme un ensemble de mesures que l'on met en place pour prévenir les infections et l'apparition des maladies infectieuses. Quand on va dans le contexte donc de l'hygiène hospitalière, bien sûr, on pense à tous les facteurs qu'on peut mettre en place et les actions qu'on peut mettre en place afin de prévenir les infections qui sont associées aux soins, ainsi que la diffusion des bactéries multirésistantes aux antibiotiques ou des infections contagieuses, parce que cela arrive, il y a des saisons où nous avons donc la grippe et puis nous avons traversé bien sûr la Covid qui reste toujours un petit peu présente dans certains niveaux. Donc, les infections associées aux soins. Une infection est dite associée aux soins lorsqu'elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge hospitalière ou en ambulatoire. Donc, ça peut être pour un diagnostic, une prise en charge thérapeutique, palliative, préventive ou éducative d'un patient et si elle n'est ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. En général, on considère une infection associée aux soins 48 heures après une admission ou une prise en charge. Elle peut être donc provoquée par plusieurs sortes de microbes, généralement des bactéries donc multirésistantes ou hautement résistantes émergentes à un ou plusieurs antibiotiques. Donc les transmissions des infections associées aux soins, bien sûr, ça passe d'abord par les mains. Premier mode de transmission, par contact direct ou indirect avec un support secondaire. Donc ça peut être tout ce qui est équipement, surface, euh, euh, bien sûr le linge de lit, les habits des patients, par l'intermédiaire des particules en suspension dans l'air ou de gouttelettes véhiculées par l'air. Et il y a également, je pense que c'est important de considérer aussi les sources d'eau. Et les infections peuvent prolonger la durée de l'hospitalisation, bien sûr entraîner une invalidité de longue durée, voire le décès du patient. Donc ça, c'est vraiment la base donc de la chaîne de transmission des infections. Donc comme tout le monde sait, il faut qu'on ait un agent infectieux. Ça peut être une bactérie, un virus, un champignon qui vit donc dans son milieu, donc dans son réservoir et qui se multiplie parce qu'il y a tous les éléments qu'il faut, que ce soit l'environnement, les températures, l'humidité, tout ce qu'il faut pour qu'il se multiplie et donc trouve un moyen de sortie qui est en général le même que le moyen d'entrée, que ce soit par contact direct, par gouttelette, par transmission aérosol, et qui se transmet donc par les mains.
d'abord, très souvent, ensuite par d'autres moyens de contact direct, indirect. Donc, on a bien sûr le receveur ou l'hôte susceptible qui peuvent très facilement frapper donc l'infection en fonction de son système immunitaire, si cette personne a été vaccinée ou pas, si cette personne est immunocompromise, si cette personne a déjà des antécédents ou une maladie qui peut faciliter cette infection. Donc, briser la chaîne ici, c'est vraiment retirer un des éléments. Et quand on sait comment une maladie se propage et se transmet, il est important de savoir comment arrêter cette propagation. Donc, bien sûr, on parle de sauver une vie en brisant une chaîne, la chaîne de transmission, en enlevant un des éléments. Donc, et c'est ce que l'on va discuter, je pense, dans les prochaines slides ici. Donc, les piliers de l'hygiène ici, hospitalière, on parle d'abord des précautions standards. Donc, c'est quelque chose que l'on doit faire en tant que soignant et à tous les niveaux de l'hôpital, utiliser les précautions standards. Et ce qui inclut d'abord le lavage des mains, c'est le premier pilier. Le respect des bonnes pratiques sur les tenues professionnelles, parce que c'est très important. C'est comme ça que l'on propage aussi d'un patient à l'autre les infections. L'utilisation des équipements et de protection individuelle, savoir comment les utiliser, à quel moment les utiliser, comment les enfiler et les retirer, parce que c'est très important. Il y a des risques de contamination très élevés au moment du retrait de ces équipements de protection individuelle. La désinfection des surfaces, des locaux et des équipements, puisque l'on sait que nos bactéries et virus peuvent vivre très longtemps sur ces surfaces. Ensuite, nous avons la limitation au recours aux gestes invasifs, donc on va en discuter un petit peu plus, à savoir la gestion et le bon usage des cathéters, que ce soit des cathéters centraux, veineux et urinaires. Les mesures d'isolement pour les cas infectieux et les bactéries multirésistantes, ainsi que les accidents d'exposition au sang et aux fluides corporels. Donc ça, je me suis dit qu'on va en parler vraiment très brièvement, mais c'est important parce que ça fait partie également de la prise en charge de nos personnels soignants. Alors, les précautions standards commencent, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, par le lavage des mains. Alors, j'ai trouvé que cette photo était vraiment très parlante. Il y a trop de vie entre vos mains, lavez-les. Donc, que ce soit les gens pour lesquels, les patients que l'on s'occupe, ou alors juste avec toutes les bactéries, tous les microbes que l'on partage entre nous. Donc, lavage des mains, bien sûr, c'est soit avec de l'eau et du savon, ou alors, bien sûr, avec une solution hydroalcoolique qui est disponible dans nos hôpitaux et services ambulatoires, mais également à domicile. Donc, les 5 moments, les indications pour performer donc l'hygiène des mains. Nous avons donc d'abord avant le contact du patient, donc au moment où on se prépare à rentrer en contact avec le patient, rentrer dans la chambre ou même toucher le patient. Il est important de se laver les mains avant un geste aseptique, donc que ce soit poser un cathéter veineux, un cathéter central ou même faire un pansement, changement de pansement, il est important de se laver les mains. Après le risque d'exposition à un liquide biologique, donc bien sûr, on vide une sonde urinaire ou on nettoie le patient, il faut absolument se laver les mains après ça. Quatrièmement, après le contact avec le patient. Donc, très souvent, on a tendance à se dire, on rentre, on serre la main du patient et puis ce n'est rien du tout. Ou alors, on a juste le patient dans son lit, on n'a pas forcément besoin. C'est très important de se laver les mains par la suite. Et finalement, après le contact avec l'environnement du patient, que l'on que l'on ferme la porte, que l'on ajuste le lit ou qu'on donne même un verre à boire au patient, il est important de se décontaminer les mains par la suite. Donc ça, c'est un petit peu vraiment les images de l'OMS qui indiquent les techniques de lavage des mains en fonction de ce que l'on utilise, donc l'eau et le savon, ou alors juste avec la solution hydroalcoolique. Donc les tenues professionnelles doivent être propres et intactes, très important. Approprié au service de soins. Alors ça, je pense que c'est extrêmement important quand on parle surtout de certaines populations que nous avons à l'hôpital, notamment la néonatologie, où il est important d'avoir une tenue
qui est servi que pour la néonatologie, que si vous travaillez en néonatologie, vous ne circulez pas dans d'autres unités de soins avec la même tenue de travail. Parce que rappelez-vous que les bébés sont vraiment à risque d'attraper des infections très, très, très rapidement et qu'il faut protéger votre tenue de travail. Bloc opératoire, bien sûr, c'est une tenue bien dédiée au bloc opératoire qu'on est censé protéger une fois que l'on sort du bloc opératoire. Soit on se change, soit on met une blouse par-dessus. Et bien sûr, les unités de soins. Comme je dis, on évite d'apporter euh, tous les microbes qui se trouvent dans des unités, par exemple, de médecine ou de chirurgie, en néonatologie ou au bloc opératoire. Il faut vraiment séparer les choses. Les ongles courts et sans vernis, donc bien sûr pas de faux ongles ni de gel et tout ce qui va avec. Les cheveux attachés, pas de boucle d'oreille pendante parce que c'est important, surtout dans certains services, comme par exemple le bloc opératoire, où il y a un risque bien sûr de contamination du champ opératoire. Les avant-bras, en général, on demande à ce qu'ils soient nus, sans bijoux, bien sûr pas de bracelet, montre et bague. Bon, si vous êtes marié, une alliance simple suffit, mais évitez tout ce qui est pierre, décoration sur les bagues, puisque avec ces petites crevasses, les bactéries, elles aiment bien se loger à ce niveau-là et se transmettre très facilement. Donc, les équipements de protection individuelle, en général, on doit sélectionner vraiment en fonction du risque d'exposition. Alors là, c'est vraiment très éducatif ça, parce que en général, quand je fais des formations en personnel, du personnel soignant directement ou dans les grandes salles, on apprend vraiment à faire ce qu'on appelle un risk assessment. Il faut vraiment voir un petit peu, vous allez voir votre patient, qu'est-ce que votre patient a. C'est très important. Les précautions standards s'appliquent à n'importe quel patient que vous voyez. Donc, ce qui veut dire que vous devez quand même vous laver les mains, ce qui veut dire que vous devez quand même porter donc un tablier de protection, ce qui veut dire que vous devez porter des gants. Et maintenant, par la suite, ça dépend. Si vous avez, par exemple, un patient qui a une sonde urinaire et vous devez vider la sonde urinaire, vous allez penser à l'avance en vous disant que si vous avez un risque d'exposition donc d'urine au niveau des yeux ou ailleurs, vous allez vous protéger. Ça, c'est important. Si vous avez un patient qui est, par exemple, sous respiration ou qui a une trachéo et vous devez faire donc une aspiration, vous voulez vous protéger les yeux. Donc, il faut vraiment anticiper sur le soin. Et ça, c'est très important, que ce soit infirmier, aide-soignant, médecin, radiologue, quelle que soit la personne qui rentre en contact avec le patient et qui sait qu'il y a un moment un risque d'exposition, doit vraiment évaluer là quel genre de protection individuelle il a vraiment, s'il doit et utiliser une couche supplémentaire, voilà, que juste la base. Donc, le nettoyage de l'environnement et désinfection des équipements, on a parlé un petit peu des microbes donc, qui vivent au niveau de notre environnement, que ce soit au niveau des surfaces des équipements, de l'eau, du sol. Ici, c'est très important de savoir que tout équipement qui est utilisé sur un patient doit être désinfecté après l'utilisation avant d'être utilisé sur un autre patient. Et en général, on garde ce genre d'équipement dans une salle bien dédiée, que ce soit une salle dédiée au propre, qu'on sépare le propre du sale. Euh, bon, là, c'est vrai que j'ai mis certaines lingettes, les Saniprime, donc c'est une marque de lingettes, mais bon, pour parler de tout ce qui est Clostridium difficile et puis les diarrhées. Parce qu'on en a beaucoup, on a souvent des patients qui sont sous antibiotiques depuis très longtemps ou qui ont commencé une nouvelle dose d'antibiotiques dont ils ne sont pas habitués et qui ont donc des diarrhées. Et donc ces diarrhées-là, il faut vraiment faire attention, donc notamment se laver les mains avec de l'eau et du savon, mais surtout nettoyer donc les surfaces et les équipements avec des produits qui peuvent neutraliser vraiment tous les spores de diarrhée et de Clostridium difficile. Donc, en général, bien sûr, on parle de produits à base d'eau de Javel. Et sachant que quand vous avez des patients qui ont donc des BMR ou alors qui ont donc des maladies infectieuses, il est important d'avoir cette conversation avec votre service de nettoyage parce que le service de nettoyage, normalement, doit utiliser un produit adéquat par rapport au genre d'infection que le patient a pour neutraliser ça, pour faire un nettoyage complet de la chambre et des équipements avant qu'un autre patient n'entre dans cette pièce-là. C'est très important pour vraiment, comme on dit, rompre cette chaîne d'infection.
Donc, bien sûr, tous les objets personnels qui ont été utilisés sur le patient, que ce soit des tubes d'aspiration, que ce soit les canules nasales, les cartouches d'aspiration, doivent être retirés complètement et en fait, c'est à usage unique en général. D'accord? Tout document ou identificateur du patient doit être retiré. Bon, ça, je l'ai rajouté parce que ça fait partie également des services de qualité. On ne veut pas laisser traîner des informations sur les patients qui sont passés dans une chambre ou dans un bureau ou en salle de consultation. Et comme j'ai dit un petit peu plus tôt, l'équipement désinfecté est placé donc dans une salle dédiée. Donc, la limitation des gestes invasifs ici, c'est bien sûr par rapport à la prise en charge des infections qui peuvent être causées par des poses donc de sondes urinaires, des poses de cathéters, et également des patients qui sont sous ventilation mécanique. Donc, et les sites et les infections des sites opératoires. Donc, ce sont vraiment les infections les plus importantes sur lesquelles on va un petit peu plus parler aujourd'hui. Donc, la prévention des infections des voies respiratoires liées seulement à la ventilation mécanique. C'est vrai que nous n'avons pas forcément toujours des patients qui sont sous respiration mécanique, mais une fois que nous les avons dans les centres de soins intensifs, par exemple, il est important de bien gérer ce genre de patients-là parce qu'ils peuvent développer effectivement des infections pulmonaires. Ce sont des patients qui sont sous antibiotiques très souvent pour prévenir ce genre d'infection et qui ont certainement eu des détresses respiratoires avant d'être intubés. Donc, bien sûr, il faut se conformer aux précautions standards d'abord et créer un protocole de soins, surtout si c'est pas souvent qu'on a ce genre de patients-là et qu'on veut avoir vraiment une prise en charge optimale pour eux. Donc, avoir des vacances sous sédation fournies. Donc, il faut décider à quel moment donc ce patient-là on réduit on a une mobilité, on a par exemple dans certaines unités ici de soins intensifs où on peut mobiliser un patient qui est intubé. Vous savez, on fait marcher un patient qui est intubé. Et ça se fait. Et c'est très important au niveau des poumons. Soins bucco-dentaires de routine. Donc, c'est important de choisir un produit à base de chlorhexidine pour faire un nettoyage bucco-dentaire pour éviter que les bactéries s'installent et donc deviennent résistantes, bien sûr, aux antibiotiques qui sont utilisés. On a souvent des patients par la suite qui développent des escarres ou des mucoses bucco-dentaires et donc, bien sûr, avec des champignons qui deviennent très résistants. Donc, le degré de tête de lit surélevé, c'est important. Position de tête de lit également, parce que il faut pouvoir faciliter donc les sécrétions à ce niveau-là. Le dispositif de compression séquentielle, donc tout ce qui est donc pour éviter ce qu'on appelle les thromboses veineuses, ça fait partie de la prise en charge. Prophylaxie de l'ulcère gastro-duodénal, puisque bien sûr, ce sont des patients qui ont des antibiotiques assez forts et qu'on veut éviter donc des ulcères, et un plan de sevrage en place. Encore une fois qu'on décide d'implanter un équipement sur un patient, que ce soit une sonde urinaire, un cathéter central ou alors une ventilation mécanique, il faut réfléchir et se poser la question à quel moment est-ce que on doit sevrer le patient. Prévention des infections, donc par rapport aux voies sanguines, et encore une fois, on se conforme aux précautions standards et on pense au mode d'insertion. Donc, les infections, très souvent, au niveau des cathéters centraux, commencent au moment de l'insertion. Donc, vous devez absolument avoir une technique aseptique pour ce genre d'insertion, avec les précautions maximales. Bien sûr, vous avez donc ce que le patient doit porter, parce que le patient doit avoir quand même un masque, être couvert, une désinfection donc de la peau, et vous avez donc le personnel soignant. En général, deux personnes sont là pour l'insertion et qui doivent être bien sûr couvertes entièrement avec donc les précautions standards et les lunettes de protection en plus. Donc on parle ici de chlorhexidine à 0, et plus de 0,5% avec de l'alcool. C'est ce qui est préconisé surtout pour la mise en place des cathéters centraux chez les adultes. Et une sélection optimale du site pour réduire les infections et les complications mécaniques. Donc très souvent, en fonction des pratiques, on voit beaucoup d'anesthésistes ou de médecins qui vont directement sur les lignes fémorales.
Dites-vous bien que les lignes fémorales, ce sont les lignes les plus dangereuses. C'est les lignes les plus faciles à accéder pour un médecin, mais c'est les plus dangereuses quand il vient des infections. Parce que d'abord, c'est dans un endroit qui est vraiment pas très propre, parce que c'est au niveau donc de l'aine fémorale. Imaginez si le patient est incontinent d'urine et donc également au niveau des excréments. Si vous avez donc le patient qui a de la température, donc qui va beaucoup transpirer, ce qui veut dire qu'à un moment donné, le le pansement ne tiendra pas, ça va soulever, il y aura de la sueur, et là c'est vraiment le milieu propice pour que les bactéries se multiplient. Euh, et quand vous avez également donc des patients qui saignent, parce que vous avez des patients quand on fait cette insertion-là, saignent énormément au début parce que ils sont sous anticoagulants ou alors on a dû faire un traitement d'anticoagulant pour une raison médicale avant de faire cette insertion-là. Il y a possibilité d'utiliser donc ce qu'on appelle des gauzes ou des gaz stérile, mais à les changer au moins 24 heures ou 48 heures après, parce que c'était vraiment très temporaire pour poser une compression vraiment assez forte pour arrêter le saignement. Mais une fois que le saignement est arrêté, le pansement doit être refait complètement et de façon aseptique. Et bien sûr, on parle de pansement ici avec une solution de chlorhexidine et il est recommandé de le changer tous les 7 jours. Alors, j'insiste beaucoup sur la prise en charge des cathéters centraux parce que même dans certaines cliniques à Dakar et dans les hôpitaux, on les voit quand c'est utilisé. C'est très important de bien les gérer parce qu'on a des patients qui développent donc des infections à bactéries multirésistantes. Et c'est important de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a posé ce cathéter central? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, au bout de 2, 3 jours, si c'était un cathéter qui a été mis en place, par exemple, pour une ressuscitation, parce que parfois on en a besoin, est-ce que le patient a passé ce stade-là? Est-ce qu'on peut mettre une ligne périphérique à ce stade-là? Il faut en parler. Si par exemple c'était un cathéter qu'on a mis pour une dialyse rapide nécessaire, est-ce qu'on a un plan pour faire une fistule par la suite? Quel est le plan par la suite pour réduire ce genre d'infection-là? Donc, on parle ici de la prise en charge du patient et de l'éducation. Donc, la famille, le patient, il faut les intégrer. C'est ce qu'on appelle une prise en charge holistique. C'est très important parce que ces gens-là, nous, on les voit temporairement, mais la famille est là. Ce sont eux qui prennent soin de beaucoup plus. Donc, c'est important de les intégrer dans le soin. Euh, En général, on insiste énormément pour que les personnes qui gèrent ce genre de patients-là, les soignants, aient des formations, une très bonne formation, qui puissent identifier si il y a un problème avec ce genre de ligne-là, à savoir que le pansement doit être changé tous les 7 jours, au minimum tous les 7 jours. Si jamais il est sale, ouvert et humide et que franchement il ne tient pas en place, on ne les renforce pas avec un autre pansement ou du sparadrap. Non, on le change complètement avec des techniques aseptiques. Et une recommandation également, puisqu'on sait qu'on a pas mal de patients qui sont transférés d'un hôpital à l'autre. Si vous avez dans votre hôpital un processus déjà en place avec des pansements vraiment spécifiques pour les cathéters centraux et que vous avez un patient qui vient d'un autre hôpital, changez le pansement à l'arrivée. Faites une évaluation de la zone. Est-ce qu'elle est propre? Il n'y a pas de pus, ça ne suppure pas, ce n'est pas rouge, enflammé, il n'y a pas de signe d'infection. Changez-le, observez et prenez la prise en charge à partir de ce moment-là. Puisque rappelez-vous, 48 heures, 72 heures après, si ce patient est venu avec des signes d'infection, si vous les avez identifiés à l'admission, ça vous permet de traiter beaucoup plus tôt le patient. Euh, et bien sûr, donc, on pense pas très souvent aux infusions et aux tubes, donc aux tubulures intraveineux, qui sont importants d'être libellés. Il faut savoir que, en fonction de certains médicaments, certains antibiotiques, euh, vous avez une durée limitée d'utilisation pour les tubulures. Il ne faut pas les réutiliser. Jamais réutiliser les mêmes tubulures pour d'autres infusions. Et bien sûr, nettoyer le port d'accès, très important. Donc ici, on parle des préventions des infections des voies urinaires liées au cathéter urinaire. Donc ça aussi, c'est très courant, malheureusement. On a énormément d'infections liées aux sondes urinaires.
Et encore une fois, il faut se conformer aux précautions standards, n'est-ce pas? Donc, se laver les mains, porter les gants et un tablier de protection, et plus encore, en fonction du risque. Créer donc un protocole de soins pour ce genre de patient, puisque c'est très facile d'insérer un cathéter urinaire, mais il faut aussi se poser la question pourquoi on le fait. Voilà, si vous avez un patient par exemple qui vient juste avec une rétention urinaire temporaire, vraiment vérifier est-ce que ce patient nécessite vraiment une sonde urinaire à long terme tout de suite? Est-ce qu'on peut pas juste faire euh, ce qu'on appelle les in and out, juste une cathétérisation temporelle, le temps d'évacuer la vessie et on analyse un petit peu ce qui se passe. On peut faire également un scan de la vessie pour voir un petit peu est-ce que il y a une grosse rétention urinaire, voilà, quelle est la pathologie derrière ça avant de décider de vraiment poser une sonde urinaire à long terme. Euh, donc, bien sûr, garder les cathéters en place que quand c'est nécessaire, revoir le besoin donc, de ces sondes urinaires, s'assurer que seules les personnes qui sont correctement formées insèrent et entretiennent des cathéters, parce que encore une fois, ce sont des voies urinaires, donc c'est une voie qui est très sensible, où il y a énormément de germes qui naturellement vivent dans leur environnement à ce niveau-là, et que c'est quand on n'en prend pas soin correctement, on insère ces germes-là et ces microbes-là au niveau donc de la sonde urinaire et ça remonte l'urètre et là on a bien sûr des infections au niveau voilà ça peut repartir jusqu'au niveau des reins. Donc c'est très important de prendre en charge ces patients-là avec beaucoup de précautions. Et bien sûr, on parle ici de maintenir un système de drainage fermé. Donc, en fonction du système que l'on a, on évite de déconnecter la sonde urinaire et le sac. C'est très important parce que c'est comme ça que les microbes rentrent quand on déconnecte à chaque fois. Si vous devez faire un prélèvement urinaire, vous avez normalement un moyen de prélever l'exemple, le sample urinaire à partir de la sonde. Vous ne déconnectez pas pour prendre ou vous ne prenez pas directement dans le sac. Pourquoi? Parce que l'urine qui est assise dans le sac euh, du cathéter est très contaminée. Toutes les bactéries se sont multipliées, surtout si vous n'avez pas vidé régulièrement ce sac-là d'urine. Et bien sûr, on s'assure à avoir un flux d'urine non obstrué. Donc, votre cathéter, essayez d'avoir une tubulure qui n'est pas pincé ou courbé ou qui ne fait pas un U comme on dit, quoi, qu'il n'y a pas une dépendante. Et garder bien sûr ce cathéter pas sur le sol, bien sûr, au niveau plus bas que le niveau de la vessie, mais ne doit jamais toucher le sol. Les sites opératoires. Alors, la prévention des infections au niveau des sites opératoires, euh, on doit en parler parce que il y a toute une, c'est très important puisque ce sont des infections qui peuvent vraiment handicaper un patient et générer un autre voyage au bloc opératoire qu'on aurait pu éviter en fonction du genre d'infection. Donc, en général, c'est très important de mettre en place des recommandations, des protocoles en fonction de vos chirurgies. Si vous avez euh, un service de néonatologie, les protocoles sont différents. Si vous voulez faire, par exemple, vous avez de l'orthopédie dans vos services, que ce soit de la traumato ou bien des choses qui se font, qui sont prévues, donc électives, des chirurgies électives, il faut mettre des protocoles en place parce que la prise en charge peut être complètement différente. Donc, il y a des bases telles que les recommandations préopératoires qui sont vraiment très générales, à savoir l'amélioration de l'état nutritionnel. Si vous avez un patient qui vient pour une chirurgie élective, il faut faire un bilan. Est-ce que le patient est mal nourri? Est-ce que le patient est obèse? Quelle est la prise en charge qu'on peut faire avant pour diminuer les risques d'infection, parce que ces patients-là vont être prompts à développer des infections, ils n'auront pas un système immunitaire qui sera opérationnel correctement pour se battre contre le risque d'infection. Bien sûr, pour les patients qui fument, proposer un arrêt de fumer, parce que c'est important pour les tissus. Contrôler la glycémie des patients, à savoir s'ils sont diabétiques ou pas, la prise en charge est différente. Et on parle de bain de chlorhexidine, bien sûr, puisque c'est important d'avoir une décontamination cutanée avant de passer au bloc opératoire. Et donc ici, je précise bien, couper les poils en préopératoire, on ne rase pas, on ne rase surtout pas les sites opératoires, puisque on risque d'inflammer la
peau et les micro-abrasions qui vont se faire au niveau de la peau vont favoriser la pénétration des bactéries et des microbes. Donc, on ne veut surtout pas ça. On fait ce qu'on appelle un clippage. Donc, on coupe juste les poils et on les fait en dehors du bloc opératoire, jamais dans le bloc opératoire. Et bien sûr, les recommandations périopératoires, on parle de la prophylaxie antimicrobienne avant l'incision. Encore une fois, vos protocoles doivent vraiment définir quel genre de chirurgie vous avez. Si vous avez l'orthopédie, c'est différent. Si vous avez les césariennes, c'est différent. Si vous avez une opération du cœur, c'est différent. Tout ça doit être vraiment bien intégré. À savoir que quand même, vous avez une fenêtre pour tout antibiotique qui sera donné en préopératoire, on ne peut pas donner un antibiotique 1 minute avant l'incision. Non, il faut donner le temps au tissu donc d'absorber l'antibiotique. Il faut que le pic de l'antibiotique soit à son maximum avant que l'on puisse faire l'incision. Donc, en général, c'est une fenêtre de euh, 1h30 à 30 minutes maximum en fonction des antibiotiques. Effectuer la préparation de la peau avec un agent antiseptique à base d'alcool, très important. Maintenir la monothermie, puisqu'il y a des recherches qui ont prouvé qu'effectivement, un patient qui a froid au bloc opératoire aura du mal à recouvrir donc de cette chirurgie. Donc, la prise en charge post-opératoire sera beaucoup plus difficile. Et puisque ces patients-là vont brûler beaucoup plus vite leurs calories, ils n'auront pas ils ne vont pas diriger cette chaleur assez pour vraiment se battre contre l'infection. Et bien sûr, on parle également de l'oxygénothérapie, très importante puisque un patient qui n'a pas de problème respiratoire peut recevoir un peu plus d'oxygène durant vers la fin de l'opération et en salle de réveil pour permettre bien sûr la circulation euh, du sang, la bonne température et donc mettre en place les mesures de prévention des infections. Les mesures d'isolement pour les cas infectieux et les cas ABMR. Alors, c'était très difficile de trouver, j'ai essayé de créer un petit peu les panneaux d'isolation qu'on peut utiliser un petit peu partout. Je sais que parfois, en fonction on a tous des problèmes plus ou moins culturels en fonction de l'environnement où on travaille. C'est très simple dans certains pays de mettre un signalement sur la porte pour que le personnel soignant, quel qu'il soit, et que les visiteurs sachent que le patient est en isolement. Parfois, c'est plus compliqué. Et parfois, il y a il y a un problème de barrière de langue. Donc, on va juste passer très rapidement sur les différentes méthodes d'isolement, d'accord? Donc, on a ce qu'on appelle l'isolement contact, qui est très de base, donc à savoir l'hygiène des mains, donc que ce soit l'eau ou la solution hydroalcoolique, donc porter les gants, le tablier de protection et bien sûr nettoyer l'équipement. C'est très important que ce soit le lit, que ce soit à tout moment quand on rentre dans une salle avec un patient qui est en isolement contact, il est important de nettoyer les surfaces. Donc, pour ce genre d'isolement, très souvent, on a donc des bactéries, donc ce qu'on appelle méticilline résistantes. On a donc vancomycin résistante qui produisent donc des Enterobacteriaceae. On a ESBL, je suis désolée, je le dis en anglais parce que je sais pas, c'est venu tout naturellement. On a des bactéries multirésistantes, donc Acinetobacter. On a des bactéries multirésistantes, donc Pseudomonas. Et on a bien sûr carbapénène, donc tout ce qui est résistant à la carbapénène. Très souvent, ces patients-là peuvent être en isolement contact. Et donc, ce qui permet d'isoler le patient, de protéger le patient, de protéger les autres patients qui sont dans l'unité ou dans une autre unité à travers le personnel soignant qui rentre et qui prend soin de ce patient-là. Donc, c'est vraiment très important parce qu'on ne veut pas que un patient qui a ce genre d'infection-là le propage à d'autres patients ou au personnel soignant parce qu'il n'y a pas eu des précautions qui ont été prises en compte pour les soignants. Donc, isolement entérique ici, on parle de tout ce qui est donc diarrhée, Clostridium difficile et Candida auris. Donc, Candida auris, c'est quand même un champignon qui est aujourd'hui, il y a 10 ans, on n'en parlait pas beaucoup.
Je me rappelle, ça avait commencé juste un petit peu en Angleterre, 2 ou 3 cas, et puis maintenant, voilà, c'est global, c'est partout. Il n'y a pas un État aux États-Unis, il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas eu de cas de candidat au risque. Maintenant, c'est devenu un problème de santé publique en Europe, c'est devenu un problème de santé publique aux États-Unis, et je me dis que c'est parce qu'on ne teste pas forcément en Afrique que on ne le voit pas forcément. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc, c'est très important d'être au courant de ce champignon-là, sachant que c'est la même chose qu'une prise en charge qu'un patient qui a une diarrhée. Donc, quand il s'agit du nettoyage, il faut bien sûr s'assurer de tout ce qui est javelisé, va bien sûr maîtriser les candidats au risque. Donc, entérique, les protections entériques, bien sûr, c'est donc le lavage des mains avec l'eau et le savon seulement. Donc, on ne parle pas ici de solutions hydroalcooliques. Le port des gants, de la blouse ou du tablier et le nettoyage donc des surfaces. Et bien sûr, si vous êtes un médecin ou une infirmière, vous venez avec votre stéthoscope, sachez que ce stéthoscope-là doit être nettoyé avant de sortir. Préférablement, tout ce qui est dans les salles d'isolement doit être dédié à ce patient qui est dans sa salle d'isolement. On évite donc de mélanger les équipements. Donc, isolement gouttelette contact. Donc, on parle ici de tout ce qui est grippe et puis méningite aussi. Donc, droplet, gouttelette contact, bien sûr, c'est le lavage des mains encore une fois. Le plus important surtout, c'est le masque. Donc, faut jamais oublier le masque. Euh, L'hygiène des mains avec l'eau, le savon ou la solution hydroalcoolique. Les portes sont fermées en général et le nettoyage, bien sûr, de l'environnement, du lit du patient et tout ce qui s'ensuit et de vos équipements. L'isolement donc airborne, donc c'est tout ce qui est aérosol. On parle ici donc des maladies comme la tuberculose, la rougeole ou bien la varicelle qui est disséminée un petit peu partout, comme on le voit très souvent ici avec les personnes âgées. Et donc on parle ici bien sûr de la porte de tête fermée. Vous avez donc votre solution hydroalcoolique que vous utilisez en entrant et en sortant, comme pour les autres fois. Votre masque, donc on parle ici d'un masque euh, donc un N95, donc un N95, donc ce sont les masques NIOSH ou bien les masques qui sont donc masques respiratoires que vous avez été testé bien sûr pour vous assurer que vous avez vraiment une bonne prise, une bonne couverture au niveau respiratoire et bien sûr la décontamination de l'environnement. Vous avez ici donc ce qu'on appelle l'isolement COVID qui a remis beaucoup de choses sont passées au moment de Covid. À un moment donné, on disait il fallait que le patient soit en chambre négative, pression négative. Après, on a dit que c'était plus nécessaire, mais le plus important, c'est d'avoir donc un masque respiratoire euh, de protection, le lavage des mains. La porte doit être fermée à tout moment. Et bien sûr, vous devez avoir donc votre tablier, vos lunettes de protection et bien sûr la décontamination du matériel, de l'équipement et des surfaces. Les bactéries multirésistantes ici, donc bien sûr, on parle d'un organisme qui est résistant à 3 classes d'antibiotiques ou plus. Donc, il faut savoir qu'il y a une différence entre la colonisation et une infection, puisque la colonisation, on peut tous être porteurs, on est colonisé. Je pense que ceux qui partagent une salle aujourd'hui, très souvent, je le dis ça quand je donne des formations aux soignants, si on est 50, 25 d'entre nous est certainement porteur de la méticilline résistante. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vit avec. Tant que ça ne rentre pas, ça n'envahit pas notre organisme, nous sommes juste colonisés avec. Et bien sûr, quand vous avez les infections ou vous avez des symptômes qui sont présents, que nous connaissons tous. Et basé sur ça, bien sûr, il y a des cultures qui sont demandées. Le médecin va demander donc une culture d'urine, de sang, que ce soit du crachat également au niveau respiratoire, de sputum, ou bien des aspirations pulmonaires, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau pulmonaire. Et quand il y a des plaies et blessures également qui montrent des signes d'infection ou d'inflammation. Donc, les facteurs qui contribuent au développement des BMR ici, donc je trouvais que cette photo était très parlante parce que ça passe d'abord par les mains. Nous sommes tous, c'est la méthode de contamination, de partage de tout ce qui est bactéries et microbes passe par les mains. Donc, l'hygiène des mains, très important. La mauvaise utilisation ou la surutilisation des antibiotiques. Donc, bien sûr, c'est très important de faire une culture quand vous avez un patient qui montre des signes d'infection avant de commencer une antibiothérapie. Vous voulez avoir vraiment un bon panel pour savoir qu'est-ce que le patient a et quel antibiotique il peut vraiment recevoir.
très souvent, entre le moment de collection du spécimen et les résultats, beaucoup de médecins vont mettre sur ce qu'on appelle des broad antibiotics, quelque chose de très générique qui va couvrir un petit peu tout en attendant d'avoir vraiment le panel de résistance ou de sensibilisation. Les transmissions des BMR d'individus colonisés ou infectés à d'autres personnes. Donc, très souvent, comme je le disais un peu plus tôt, il y a des gens qui le portent en eux, qui sont colonisés, et d'où l'importance de porter donc ces précautions standards, de toujours les avoir, puisque on ne sait jamais ce que nous-mêmes on a, qu'on peut donner à un patient. On peut être porteur de quelque chose, ça ne nous affecte pas parce que ça vit avec nous. Mais à partir du moment où on va se prendre soin d'un patient qui a une plaie ou qui est intubé ou qui a une chirurgie ou qui a un cathéter central ou bien un cathéter urinaire, on peut à ce moment-là partager ce microbe-là, cette bactérie, et rendre la personne vraiment vulnérable et malade. Et bien sûr, on sait que de nouveaux antibiotiques ne peuvent pas être développés assez rapidement. On n'en a pas développé, je pense, depuis les années 80. Et la principale raison de s'inquiéter, bien sûr, c'est l'option antibiotique pour traiter les infections sont extrêmement limitées. Donc, d'où l'importance de vraiment collecter les spécimens au bon moment, pour les bonnes raisons et donner la bonne dose d'antibiotique et l'antibiotique qui est approprié à l'infection. Et bien sûr, suivre dans la durée ces patients-là. Si l'antibiotique est pour 5 jours, après 5 jours, on fait une évaluation. Si c'est pour une semaine, après une semaine, on fait l'évaluation. Mais bien sûr, le patient est suivi tout au long, donc de la prise d'antibiotiques. Et c'est pas que le médecin qui doit s'en charger. Si l'infirmière voit un changement, une modification, ou alors l'antibiotique n'a pas d'effet au bout de 48 heures, c'est important d'adresser ça, c'est important d'en parler, c'est important de revoir. Les accidents d'exposition au sang, c'est vraiment le dernier élément ici, puisque nous avons donc plusieurs soignants qui passent, qui vont voir nos patients, que ce soit des bébés, des adultes, des vieux, des personnes qui sont opérées, que ce soit dans les services dentaires, tous les services, on peut être exposé. Donc, vous devez savoir, vous devez mettre en place à votre niveau hospitalier et au niveau de vos unités la méthodologie si vous avez quelqu'un qui a été exposé. Et c'est pas juste au sang. C'est très important. Donc, c'est pour ça que je parle également de fluide corporel. Quelqu'un qui a été exposé au crachat, quelqu'un qui vous crache au visage, vous devez le notifier. C'est important parce que si c'est rentré au niveau de votre bouche, si c'est rentré au niveau de vos yeux, des muqueuses, il faut savoir ce qui se passe. Il faut en parler, il faut se faire tester, il faut vérifier un petit peu également au niveau de la source quels sont les risques. Si vous avez donc bien sûr ce qu'on appelle une blessure, une plaie ouverte. Si vous venez au travail et que vous avez une plaie au niveau de la main ou du doigt, que ce soit couvert, que ce soit protégé. Si jamais vous êtes dans par exemple, une unité où vraiment vous étiez censé opérer, moi je sais pas, je dis comme ça, juste vous êtes censé opérer, vous êtes un chirurgien et que vous avez une plaie à la main, je suis désolée, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui devrait le faire à votre place, même si vous savez que vous allez faire une décontamination, vous allez porter des gants. Il y a un risque toujours qui est là. Donc, c'est très important de mettre en place un protocole par rapport à la prise en charge de votre personnel soignant, s'il y a un cas d'exposition, s'il y a des plaies ou euh, voilà. Et donc, encore une fois, par rapport à votre protocole, si vous avez des piqûres d'aiguilles ou bien des éclaboussures à la bouche, encore au nez ou à la peau qui n'est pas intacte, lavez vos mains tout de suite. C'est le premier réflexe qu'on vous demande de faire, c'est de laver tout de suite. Ainsi que les éclaboussures aux yeux. Donc, très souvent, les gens négligent. On a tendance à négliger ça, mais les muqueuses sont très importantes à surveiller et à déclarer. Et vous devez avoir un protocole également en place pour les éclaboussures au niveau des yeux. Et je crois que on y est presque. Donc, signalez immédiatement l'exposition à la santé au travail, que ce soit votre unité de soins, que ce soit votre médecin, que ce soit aux urgences. Il faut prendre en charge tout de suite, c'est très important de prendre en charge tout de suite votre personnel soignant qui vous notifie donc d'une exposition, puisque très souvent, on doit prendre des mesures prophylactiques et très souvent, elles doivent être mises en place, pardon, dans les 2 prochaines heures qui suivent. En général, en moins de 24 heures, il doit y avoir une prise en charge. Nous avons donc ici mis en place quelques recommandations de la PCI, très important. C'est très difficile aujourd'hui d'établir une équipe de PCI et de qualité, mais c'est
indispensable pour tout organisme, que ce soit un hôpital, que ce soit un centre ambulatoire, que ce soit même des cabinets dentaires. C'est très important d'avoir des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui sont formées, des personnes dans lesquelles vous allez investir pour un retour au niveau de vos patients. Donc, formez vos soignants aux mesures d'hygiène hospitalière, à la prévention des IAS, établir un système de surveillance. Ça, c'est la clé en fait. Quelle que soit la méthodologie, que ce soit sur papier ou avec juste une feuille Excel, comme on dit, mais il va falloir commencer petit quelque part à identifier les choses. Performer des audits de bonne pratique. Donc, si par exemple, vous avez décidé que les pansements, je prends juste un exemple très simple, vous voulez vérifier que le pansement post-opératoire à J2 est fait correctement, vous voulez que votre personne de la PCI vienne observer au moment du changement du pansement à quoi ressemble la plaie. Personne a eu un col du fémur qui a été fait, elle va observer, elle va voir qu'il n'y a pas de signe d'infection. À chaque fois que l'infirmier va changer, que votre personne de la PCI vienne voir, jeter un coup d'œil, c'est une surveillance que vous faites en long terme et ça vous permet de savoir l'évolution un petit peu de vos patients et de prévenir donc les infections et d'être alerté dès que vous voyez un signe d'infection. Mettre en place des protocoles de procédure pour les différents soins et services, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Et les membres de l'équipe PCI Qualité doivent maintenir leurs compétences et obtenir des certifications. Vous investissez en ces gens-là, c'est très important parce que ce sont des gens en général qui sont dédiés vraiment à promouvoir le bien-être de vos patients et également du personnel soignant et de l'environnement. Donc, c'est très important d'investir dans ces gens-là. Les audits, comme je dis, on peut auditer pour l'hygiène des mains. Donc, s'assurer que tout le monde pratique l'hygiène des mains au bon moment. La gestion des cathéters centraux veineux et urinaires, on a parlé pour les audits. Et ça, il y a des formulaires qui peuvent être mis en place très facilement. Et bon, je suis disponible s'il y a quelqu'un qui a besoin. Gestion des patients en soins intensifs et sous ventilation respiratoire, puisque ça a une tendance qui est assez pas très souvent prise en charge correctement, malheureusement. L'hygiène de l'environnement. Donc, assurez-vous que vous n'avez pas, bien sûr, par exemple, des fuites d'eau, des infiltrations. Par exemple, si vous installez des systèmes de climatisation, assurez-vous que c'est bien maintenu, que c'est bien pris en charge, que ça ne souffle pas directement sur vos patients. Voilà, l'environnement, c'est beaucoup de choses. C'est le niveau de poussière également, le nettoyage, le bio-nettoyage, la gestion des déchets. Aussi, le tri de déchets, comment, bien sûr, tout ce qui est coupant, les aiguilles, les seringues, à savoir comment vraiment faire cette prise en charge-là. Et le nettoyage et la stérilisation des équipements. Bon, ça, c'est aussi une autre montagne de problèmes, mais la stérilisation des équipements, c'est également très important, à savoir comment vous faites votre prise en charge pour même les petites chirurgies de jour en ambulatoire ou alors les grandes chirurgies. Et je crois que ma présentation est terminée. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Nous, on n'a pas senti le temps passer. C'était tellement intéressant. Merci à Merci. la présentation. Oui, il nous reste 10 minutes avant la prochaine présentation. On va passer la parole à la communauté. S'ils ont des questions à vous poser, des questions de clarification, il y a un partage d'expérience par rapport aux structures où ils travaillent. Professeur Camara, oui. Merci, professeur Awa. Donc, félicitations à Dr. Gaël Diallo pour sa très belle présentation. Je pense qu'aujourd'hui, on a appris dans le domaine de la prise en charge des infections associées aux soins, surtout en milieu clinique, milieu chirurgie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un autre volet également qui concerne le laboratoire, donc, qui est également important à prendre en considération. Donc, cette année, on a introduit dans le curriculum de formation cette année au niveau du cadre, dont je suis responsable des enseignements au niveau du département de théologie et biologie. Bon, on a ajouté le management de la sécurité en milieu de santé. Et donc, on insiste surtout sur le laboratoire, hein, des mesures d'évaluation des risques
les dangers, les mesures de prévention contre les infections associées aux soins, les moyens qui sont utilisés, les équipements de protection individuelle, mais également les équipements de protection collective, hein. Donc, notamment les biosafety cabinets, entre autres, les RSE, hein, pour donner ces exemples-là qui sont également tout le temps à prendre en considération. Parce que c'est extrêmement important maintenant. En tout cas, dans le pays occidentaux, je pense que on ne peut pas faire un stage dans un établissement de santé sans pour autant être capacité dans le domaine de la sécurité et la biosécurité au travail, notamment en milieu de santé, soit santé humaine, animale ou autre. Et ça, c'est fondamental. Et là également, depuis quelques années, on l'a appliqué au niveau local du Dantec, qui est aujourd'hui en réflexion hein, dans nos services. Donc, tous les stagiaires, tous les internes qui viennent passer leur service d'internat, également les stagiaires de l'UCAD, sont d'abord capacités en biosécurité avant d'intégrer les activités de laboratoire. Et ça, c'est vraiment fondamental. En tout cas, félicitations, je pense que vous êtes une expertise, hein, si vous êtes basé à Dakar, peut-être qu'on aura encore besoin de vos services, hein, je pourrais vous contacter hein, prochainement, peut-être, voilà, pour proposer quelques idées. Merci bien. Merci beaucoup. Très volontiers. Effectivement, la PCI en laboratoire, c'est un de mes bébés aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce qu'on travaille beaucoup sur ça ici et notamment les certifications. Parce que chaque hôpital ici qui a donc son service de laboratoire, très souvent en fonction du degré de leur laboratoire, ils ont des certifications à passer. Et donc, que ce soit en pharmacie et en laboratoire, nous avons donc des mesures très particulières de la PC, de la prise en charge, donc pour le personnel, pour l'environnement, pour la certification, pour le test même des surfaces, pour les machines, comme on appelle ça, on a des certificats de CLIA, donc tous les équipements qui sont utilisés auprès du patient ou alors qu'il y a un transfert après par la suite de spécimens au niveau du laboratoire. Tout ça, donc c'est vraiment, ça c'est tout un module à part, vraiment, mais effectivement, c'est très important. Donc la PCI, c'est à tous les niveaux. Comme je le dis tout le temps, on est donc dans l'environnement, on est dans les soins, on est dans les équipements, on est dans l'eau, on est dans les laboratoires, on est dans la dialyse, on est absolument partout. Donc oui, ce sera vraiment avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Dès que j'arrive à Dakar, je suis très souvent à Dakar. Je devais y être cette semaine, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Mais ce sera au plaisir. Merci beaucoup, Gaël. Il y a professeur Seyneboulo également qui voudrait intervenir, de même que professeur Luis Fortes. Professeur Lo, Oui, merci beaucoup, professeur Awa. Merci également à Gaël. Vraiment, je suis très contente de la présentation. Et ce qui m'a surtout touchée, c'est sa disponibilité, parce qu'en réalité, elle n'a pas attendu qu'on l'interpelle. C'est elle-même qui s'est portée volontaire en visitant les échanges dans le groupe. Donc, elle s'est portée volontaire. Vraiment, c'est ça la science, en fait. C'est vraiment le pouvoir partagé. Et avec le décalage horaire également, vraiment, c'est tous nos remerciements. Maintenant, je vais juste peut-être revenir sur quelques points. C'est-à-dire, c'est des petites choses, des petits détails que l'on néglige et qui peuvent parfois nous porter préjudice. Par exemple, moi, je suis, par exemple, dans les services de gynécologie, le fait de faire la césarienne, elle a parlé de ne pas raser et de couper, mais bon, moi, à ma connaissance, il y a certains, en tout cas, qui pratiquent le rasage carrément, ils rasent carrément. Et donc, ça, c'est des petits trucs qu'il faut vraiment peut-être sensibiliser, renforcer la formation, rafraîchir les moments pour que les gens prennent conscience de ça. Alors, nous, ici à Saint-Louis, on fait beaucoup d'investigations microbiologiques, mais c'est pas des investigations systématiques, en fait, pas périodiques. C'est à chaque fois quand il y a des soucis, surtout en réanimation, en néonatologie et en chirurgie, quand il y a un germe qui circule entre les patients, c'est là que les chefs de service nous interpellent et on fait des investigations sur le personnel, le matériel et les malades. Et on se rend compte que c'est la même bactérie, en tout cas sur le plan phénotypique et identification.
c'est la même bactérie qui circule. Pour tout ceci, pour dire que vraiment, il y a des conditions ou bien des préalables que l'on devrait respecter et que l'on ne respecte pas. Maintenant, il faut voir est-ce que toutes les conditions sont là. Parfois, il y a des coupures d'eau. On peut être dans l'hôpital et avoir une semaine sans eau. Parfois, il y a des ruptures de détergents, de matériel pour la désinfection. Donc, pour dire que vraiment, c'est tout un ensemble. Et moi, je suis vraiment, ça c'est une belle leçon, hein. On a beaucoup appris. Et vraiment, tous nos remerciements à Gaël et on espère nous revoir une prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Lo. Merci beaucoup. Merci, professeur Lo. En tout cas, l'intervention est importante et pertinente également. Moi, ma préoccupation, c'est déjà dans nos structures de santé, déjà la définition, comment démontrer qu'on a une infection associée aux soins dans le contexte de nos hôpitaux. Vous avez parlé de l'hygiène des mains, la transmission des BMR par les mains. Ça aussi, c'est un souci dans nos structures. Parfois, la solution hydroalcoolique manque, même s'il y a la volonté du ministère d'avoir mis la fabrication de la solution hydroalcoolique dans les pharmacies des hôpitaux. Mais parfois, ça manque dans certains services. Il y avait l'engouement avec l'arrivée de la COVID-19. Donc, c'était l'hygiène des mains, lavage des mains, lavage des mains. Mais actuellement, personne n'en parle plus. Et c'est problématique également. La désinfection, l'utilisation des désinfectants, ça aussi, c'est un souci. Parfois, les gens ne savent pas comment désinfecter les surfaces. Les hôpitaux contactent en parallèle des structures qui s'occupent du nettoyage des hôpitaux, qui n'ont pas un niveau d'éducation assez important pour comprendre qu'on ne doit pas mélanger certains produits. Il n'y a pas le matériel adéquat sur place. Donc, je pense que le bio-nettoyage dont on parle également devrait être indexé dans les structures. Donc, des services qui s'occupent de l'hygiène des mains, qui forment des personnes habilitées à faire ces désinfections, surtout dans les services de soins intensifs. Donc, il y a certains qui lèvent la main. Mam Fatou, Mam Yahya. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez la parole. Oui, merci. C'est Faraya Miletiam. Je suis technicienne supérieure au niveau du laboratoire de biologie médicale à l'Institut Pasteur en microbiologie. Voilà, en fait, j'aimerais demander à Madame Diallo tout d'abord la féliciter pour cette très brillante présentation et éventuellement lui demander si les accompagnants des malades sont sensibilisés. Parce que très souvent, au niveau du laboratoire, nous recevons des prélèvements qui viennent des structures hospitalières et le patient, l'accompagnant, n'étant pas averti, souvent ils viennent avec les mains contaminées, les bulletins d'analyse contaminés et si on voit tout le circuit qu'ils ont pris, c'est-à-dire les moyens de transport en commun qu'ils ont pris pour arriver à notre institut, donc on se pose souvent cette question-là. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez de mettre en place pour sensibiliser aussi les accompagnants? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente, effectivement. Et dans le domaine de la PCI, on doit toujours s'adapter. Les contextes sont différents d'un endroit à l'autre. Et, euh, et effectivement, la prise en charge, je pense que j'en ai parlé un petit peu, mais par rapport au cathéter, mais ça, c'est valable également pour tout. Éduquer les patients et les familles. C'est très important par rapport à la prise en charge, que ce sera même le transport donc de spécimens comme ça. Donc, il y a, pour regrouper un petit peu les deux questions, ce qui a été posé un petit peu avant, ou le commentaire qui a été donné par rapport à tout ce qui est surface, nettoyage et tout ça, et par rapport au transport donc des spécimens. Il y a un élément qui peut être mis en place, ce qu'on appelle un risk assessment. C'est ce qu'on appelle, et je ne vais pas utiliser ce que l'OMS met en place. Non, c'est vraiment très spécifique par rapport à votre système hospitalier, à savoir évaluer les risques pour chaque catégorie du genre laboratoire, par exemple des spécimens qui sont transportés. Qu'est-ce que l'hôpital, à partir de l'hôpital, met en place ou qu'est-ce que le laboratoire, si le patient doit envoyer un spécimen, qu'est-ce que vous, au niveau du laboratoire, vous pouvez leur donner déjà une fiche d'explication avant qu'il y ait la collecte de ce spécimen-là. L'emballage, comment ça doit être fait. Ça, c'est un point de départ. Il faut commencer quelque part, en fait. L'hôpital peut en faire exactement la même chose. Si jamais c'est une petite structure qui n'a pas de laboratoire et ça doit partir ailleurs, qu'est-ce que cet hôpital met en place pour maximiser la prise en charge de ces spécimens-là?
voilà les risques que nous avons identifiés, la mauvaise collection, le problème pendant le transport, le risque de contamination pendant le transport. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mitiger ce genre de risque-là au niveau de l'hôpital? Mettre en place un procédé. Ce sont des choses qui peuvent être faites, ne serait-ce qu'avoir, je sais pas, par exemple, se dire que on va mettre en place un système de transport nous-mêmes. C'est juste un exemple, hein. Voilà, par exemple, à 8 heures du matin, tous les spécimens qui ont été collectés entre minuit et 6 heures partent à 8 heures du matin. Voilà le conteneur dans lequel ils passent. C'est une boîte qui est fermée, qui est rigide, qui va être nettoyée. À l'intérieur, les spécimens sont bien emballés, double emballage. Enfin bref, ça part. Voilà, ce sont des choses comme ça qu'on dit, qu'on appelle mitigation des risques, en fait. Vraiment évaluer comment mettre en place certains procédés. Et il faut commencer quelque part en indiquant ce genre de challenge que vous avez. Et c'est faisable, hein, parce que faut pas croire, aux États-Unis, il y a des endroits où les hôpitaux, c'est pire qu'au Sénégal, hein, et parce que moi, j'ai été dans des endroits, par exemple, dans des endroits qui sont vraiment dans le sud des États-Unis, où il n'y a rien du tout, où on me demande de venir et mettre en place ce système. Donc, si c'est faisable partout, voilà, les challenges sont les mêmes. Parfois, nous n'avons pas d'arrivée d'eau. Il y a une réserve ici en Arizona où j'ai été, il n'y avait pas d'eau courante. Donc, comment est-ce qu'on prenait comment est-ce qu'on pouvait donner les soins aux patients quand il n'y avait pas d'eau courante? C'est vraiment un puits, c'est un truc de pression. Donc, c'est les mêmes challenges qu'on peut avoir ailleurs. Quand il y a des tornades ici en Floride, il n'y a plus d'eau. Pendant une semaine, il n'y a pas d'eau courante, il y a des réserves que l'on utilise pour les patients qui sont en dialyse, comment est-ce qu'ils font? Donc voilà, on est obligé d'anticiper, mettre en place un plan d'action. Et c'est pas juste pour les urgences, il faut y penser. Donc, et ça, c'est au niveau de chaque structure, malheureusement. Mais ça ne peut se mettre en place qu'une fois qu'on a vraiment des gens de la PCI qui sont là et de la qualité. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci Gaël. Il y avait la main levée de ADN, mais qu'il a baissé tout à l'heure. Professeur Luis Fortes, vous voulez prendre la parole et ensuite enchaîner peut-être avec la présentation à faire. Bonjour à tous, hein. Permettez-moi de féliciter Gaël, hein, avec qui j'ai la joie de travailler, de discuter de ce qui nous intéresse, l'hygiène hospitalière, hein. Et comme l'a dit professeur Seynabou, elle est très, très, très disponible. On s'est rencontrés par hasard à un congrès et je pense que là, on est parti pour vraiment cheminer ensemble dans la lutte contre les infections associées aux soins. C'est vrai que je vois qu'il est déjà 13 heures. J'ai pas mal de commentaires par rapport à sa présentation, comme elle l'a dit. Parler de l'hygiène hospitalière en 1 heure, c'est un énorme défi, mais juste pour relever certaines choses, déjà quand on parle de l'hygiène des mains, dans notre contexte, je pense que le professeur Awa l'a dit, nous sommes confrontés à la disponibilité de la solution hydroalcoolique qui pourrait permettre éventuellement, quand on a des ruptures d'eau, d'avoir au moins une bonne hygiène des mains, mais également tout ce qui concerne le port des bijoux. Pour l'utilisation des masques, les masques, c'est vrai que c'est utilisé, ça peut être utilisé aussi bien par le personnel, mais également par les malades qui viennent, qui sont dans des boxes de consultation, qui toussent. Donc, il y a un patient qui est à côté, qui est fortement immunodéprimé. Quand je pense également au pansement, vous avez beaucoup parlé des cathéters et je pense au pansement de dialyse que les patients, ils amènent à domicile, ils savent pas très bien au-delà même du personnel, comment les entretenir. Les sondes urinaires qui sont posées à même le sol, hein. Il n'y a pas de système de surveillance des dispositifs. C'est-à-dire, une fois qu'on met le dispositif, l'infirmier, au même titre qu'il fait la surveillance de la température, de la tension artérielle et autres, il devrait en même temps surveiller les dispositifs. Concernant les ISO, vous avez parlé des antiseptiques alcooliques, mais je me suis rendu compte que dans notre contexte, on n'utilise pas la solution, les antiseptiques alcooliques. Les antiseptiques qui sont utilisés, c'est de la bétadine. C'est de la bétadine simple qui est utilisée. Donc, l'antiseptique alcoolique n'est pas utilisé
en préparation préopératoire pour la préparation cutanée. Et après, il y a tout ce qui concerne le comportement au bloc, hein, les comportements, les va-et-vient, le problème du bio-nettoyage, du port du masque au bloc opératoire. Vous parliez tantôt de l'antibiothérapie. Le souci avec l'antibiothérapie, c'est que parfois, il y en a qui, après l'antibioprophylaxie, c'est uniquement au moment de l'intervention. Mais ce qui se passe dans notre contexte, parfois, le patient, il continue cet antibiotique pendant 4 jours après l'intervention chirurgicale. Et ensuite, vous avez parlé, il y a une question sur les accompagnants. Oui, les accompagnants, je pense que dans notre contexte, il faut qu'on les prenne en compte, hein, parce qu'on sait que aussi bien l'accompagnant, le visiteur, ils peuvent être source de contamination. Donc, cet accompagnant qui est toujours proche du patient, qui lui fait tous ses soins, qui peut même être amené à toucher le cathéter. Et parfois, il est arrivé que les accompagnants vident les sondes urinaires, les poches à urine. Donc, cet accompagnant, je pense que déjà, une bonne information sur l'hygiène des mains serait nécessaire. Par rapport à la colonisation aussi, il faudrait qu'on puisse vraiment renforcer notre communication. Parce que le plus souvent, ce qui se passe, dans certains services qu'ils font, en fait, ils ont l'habitude de faire des, je sais pas si c'est des dépistage systématique. Dès qu'un patient vient, ils leur font systématiquement des ECBU. Et donc, en systématisant ces ECBU, ils se retrouvent avec des ECBU qui reviennent à un examen qui revient positif. Et qu'est-ce qui se passe? On met sous antibiothérapie. Donc, je pense qu'on doit sensibiliser vraiment pour l'absence de prescription d'antibiotiques pour les colonisations. Et vous aviez dit tantôt également que normalement, avant l'identification au niveau du laboratoire, on met une antibiothérapie de première intention, c'est-à-dire une antibiothérapie à l'HPEC, mais de première intention. Mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, aussi bien dans nos hôpitaux que dans les structures privées, eh ben, c'est quand le patient il vient, on le met d'emblée sur parfois de l'imipenem. Les carbapénem, les antibiotiques de dernière génération, auparavant, ils étaient très ceftriaxone, mais maintenant, il arrive que des patients soient mis sous carbapénem dès l'admission, on ne sait pas pourquoi, et ça également, ça pose un réel problème par rapport à la résistance aux antimicrobiens. Merci beaucoup. C'était les quelques commentaires que j'avais par rapport à la présentation de Gaël. En tout cas, bravo. Merci, professeur Fortes. Merci, Louise. Il y avait juste Aden. Aden, vous poser la question juste avant qu'on ne passe à la présentation de professeur Louise. Bonjour, professeur. Moi, c'est Bon, Ibrahim Sarr, étudiant urgentiste et gestion des catastrophes. oui. Oui, par rapport aux infections associées aux soins, bon, j'aimerais poser la question à savoir, est-ce qu'on évalue le taux de mortalité au niveau mondial et au niveau national? Et la deuxième question est que, est-ce qu'on a assez de techniciens de surface, assez d'hygiénistes pour vraiment relever le plateau d'hygiène dans nos structures? Bon, c'était ça, les deux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est une très très bonne question. Donc, le taux de mortalité, chaque pays met en place une structure de surveillance. Il y a ce qu'on appelle une obligation étatique et nous avons également ce qu'on appelle une obligation au niveau de chaque centre hospitalier, ambulatoire, prise en charge de patients. Il y a dans certains pays, je veux dire, je pense qu'au Sénégal, c'est comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, il y a des données au niveau de l'OMS qui sont collectées. Bien sûr, tout cela dépend du système de surveillance. Si tout le monde a un système de surveillance, nous aurons des données beaucoup plus justes, beaucoup plus correctes et beaucoup plus parlantes. Nous n'avons pas forcément justement de méthode de surveillance, de collecte de données au niveau cellulaire, je veux dire ça comme ça, donc des hôpitaux, des centres de santé. C'est une fois qu'il y a un problème que on l'adresse, qu'on en parle et qu'on fait une investigation. Et je pense que le professeur Fortes peut rebondir dessus. Ce n'est pas forcément une surveillance continue et active. C'est une surveillance, euh, comment je vais dire ça? Euh,
rétrospective. Voilà. Une fois qu'un événement s'est passé, c'est là où on commence à faire une investigation. On ne capte pas tout de suite forcément dès le départ au niveau de la surveillance. Ça, c'est un. Donc, il y a des taux de mortalité qui sont donc déclarés par l'OMS et CDC Afrique, qui sont donc disponibles au niveau de leur plateforme auxquelles on peut avoir accès. Il y a également, je pense, au niveau de certains hôpitaux, comme Dalal Jamm et puis d'autres, pour ne citer que celui-là d'abord, qui collectent donc ces taux-là et qui, je suis sûre, en discutent également avec le ministère de la Santé, ceci étant donné au niveau ministériel pour les évaluations et les revues. Et en même temps, mettre en place donc les plans d'action pour leur prochain programme. Euh, Ça, c'est pour le taux de mortalité. Maintenant, pour le personnel donc de surface, les gens qui doivent faire le nettoyage et également le personnel donc de la PCI, on n'en a pas. On n'en a pas assez. Et le personnel de nettoyage de surface, c'est très difficile d'avoir d'abord des personnes qui sont compétentes, qui sont formées. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, j'en avais parlé avec le professeur Fortes, ce qu'il va falloir considérer, c'est avoir une formation au niveau de l'hôpital pour ce personnel de nettoyage-là. Même si c'est une compagnie que l'on contracte à l'extérieur qui vient, il va falloir qu'elle suive le modèle de l'hôpital. Si vous avez un protocole, vous lui donnez, vous lui dites que voilà, chez nous ici, c'est comme ça qu'on nettoie. Chez nous ici, ce sont tels produits que l'on veut qu'on utilise. Le taux de dilution, c'est comme ça. Voilà la couleur de chaque serpillière, voilà la couleur de chaque chose, comment, où ça va. Et parce que ces gens-là, ces contractuels qu'on utilise, ils vont un peu partout. Donc, ils font ce que eux, ils ont envie de faire ou ce que leur institution leur dit de faire. Mais c'est à vous, à chaque institution, de décider ce que vous voulez, comment vous voulez que ce soit nettoyé chez vous. Et vous avez le droit d'avoir votre protocole et de leur donner et de leur dire que voilà, si votre équipe, c'est 20 personnes qui venaient dans cet hôpital-là, ces 20 personnes-là, la liste est un tel, vous allez revoir notre protocole, vous allez accepter notre protocole et vous allez mettre en place notre protocole. Et si jamais vous ne suivez pas ce protocole-là, il y a une rupture, il y a un problème. On ne peut pas marcher comme ça. Et je pense que ce sont des habitudes parce que c'est un peu partout dans le monde, ça fonctionne comme ça. Ça, c'est un. Et pour le personnel donc de la PCI, personnel de la PCI, on est en manque dans le monde entier. On n'est pas beaucoup. Euh, je suis certifiée CIC. On n'est pas plus de 6 000 dans le monde à être certifiés. Le monde, il est grand, hein. On parle aujourd'hui de 7 billion people. On n'est pas assez. On a des structures hospitalières, on a des services dentaires, on a des centres de santé, on a des camps de réfugiés, on a des centres d'urgence. On ne peut pas tout couvrir. On n'est pas assez nombreux. Et c'est là où si quelqu'un a la passion pour ce genre de choses, de la PCI, de la qualité, des infections, ou qui est passionné de quelque chose dans son service de laboratoire, de pharmacie, de soins intensifs, de néonatologie, quelqu'un qui a cette passion peut s'investir dans ça. Et c'est important d'en parler et que les structures mettent en place ce petit nucléus. Il faut commencer petit et à pouvoir maintenant intégrer ces notions-là à tout le personnel soignant. Parce que l'hygiène hospitalière, c'est un problème pour tout le monde. C'est un problème pour la secrétaire, c'est un problème pour le transporteur, c'est un problème pour l'infirmière, pour le médecin, pour le radiologue, c'est pour tout le monde. Ça concerne tout le monde. Donc, non, nous n'en avons pas assez malheureusement. Et moi, j'encourage toute personne qui est intéressée à s'y mettre, à demander, à se renseigner. Et bon, je sais, à un moment, bon, je pense que je vais le dire maintenant. Professeur Fortes est au courant. Nous avons créé une branche de APIC, l'Association Professional Infection Control et Epidemiology aux États-Unis, nous a donné l'agrément pour pouvoir ouvrir donc un bureau au Sénégal. Donc, Inch'Allah, janvier, nous commençons nos activités au Sénégal. Donc, il y a beaucoup plus de choses à venir. Et ce sera une plateforme qui sera ouverte. Donc, pour les étudiants, ce sera gratuit, notamment pour pouvoir apprendre des choses de la PCI. Merci beaucoup, Gaëlle. Donc, il y a Merci. une question sur le temps. Donc, on va Oui. laisser la parole à professeur Louise